Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. On propose à celles et ceux qui veulent assister à cette table ronde autour de la question de comment informer à l'ère de l'IA, éventuellement de se rapprocher et de s'asseoir, si vous êtes tenté par l'échange et par la discussion. Ce sujet de l'IA est un sujet qu'on a traité de manière régulière au cours des dernières années, ici sur le stand des CHU, sous des formes diverses. L'année dernière, on avait eu une table ronde assez longue autour de la question spécifique des fake news et de la manière dont nous autres, CHU, à la fois médecins, direction de la communication, direction générale des CHU, comment est-ce qu'on gérait la question des fake news. Aujourd'hui, on a choisi un thème qui est un peu décalé par rapport à celui-ci. Ce n'est pas complètement impossible que l'on y revienne un peu dans le cadre du débat, qui est la question plus générale de comment est-ce qu'on informe à l'heure de l'IA. Et donc, pour faire ça, on devrait d'une part être rejoint, je me permets de l'annoncer et de vous prier d'excuser son léger retard, par le ministre Yannick Neuder, ancien ministre, mais qui devrait nous rejoindre d'un moment à l'autre pour nous aider à réfléchir à ces questions-là. Et puis d'autre part, Olivier Hertel à ma gauche, journaliste santé au point, et Laurence Gosse à ma droite, responsable du programme communication publique et politique au sein de l'ISCOM, qui est une école de formation initiale pour des professionnels de la communication. Et donc, je vous propose qu'on démarre cette table ronde avec finalement le début du commencement, qui est la manière dont on forme les jeunes qui vont s'engager dans les métiers de la communication à la question de l'IA. Ça nous permettra après de passer, Laurence Gosse, d'un premier débat un peu général sur comment est-ce qu'on forme les jeunes à l'IA, de savoir comment est-ce que dans le domaine spécifique de la santé, cette formation peut avoir de conséquences sur la manière dont ils communiqueront, quel que soit leur poste et leur place demain. Et donc, l'IA dans la formation initiale des jeunes en communication. Comment on fait? Comment ça marche? Quels sont les pièges ou les enjeux? Alors, c'est clair que l'IA va bouleverser complètement les métiers de la communication. Donc, nos étudiants sont bien sûr formés pour piloter l'intelligence artificielle. Donc, ils ont évidemment des cours pour leur faire découvrir à la fois les différents LLM, ChatGPT, et puis Claude, Gemini, etc. Mais on essaye aussi de leur donner en fait cet esprit critique, cette lecture critique des résultats finalement qu'ils obtiennent, parce que savoir prompter, c'est savoir poser une question, et évidemment, plus la question est précise et plus la réponse est pertinente. Quel est le rapport des jeunes en formation sur les questions de communication avec l'IA? Est-ce que c'est plutôt un rapport d'IA scepticisme, une partie comme dans toutes les générations, mais une partie de la génération qui est en cours de formation peut éventuellement être à la fois sceptique, inquiète, plutôt en opposition, d'autres éventuellement être complètement stockholmisés par l'IA. Comment est-ce que, quand ils arrivent, c'est quoi leur réaction? Il y a deux écoles, entre guillemets. Il y a une partie des jeunes qui sont passionnés par les IA et qui trouvent une opportunité finalement pour augmenter leurs compétences, et d'autres qui sont assez frileux parce qu'ils se disent finalement l'IA va me remplacer. Donc nous, on essaye un peu de faire la part des choses en leur expliquant que l'objectif, c'est de savoir piloter, orchestrer ces intelligences artificielles pour les maîtriser au mieux. Et parmi la catégorie des frileux, ce qui pourrait nous inquiéter, c'est qu'il y ait des frileux feignants. C'est-à-dire qu'il y a des frileux qui non seulement se disent « je risque de me faire piquer mon job par l'IA », mais qui éventuellement se disent et en plus, ça peut éventuellement m'aider à en faire moins, à travailler moins. Et donc, est-ce qu'on a ce risque-là? Parce qu'au-delà de la plaisanterie, c'est peut-être l'une de nos inquiétudes naïves, je ne sais pas, mais de se dire que demain, un certain nombre de professionnels de la communication, on verra après comment c'est aujourd'hui dans les salles de rédaction, se disent non seulement je suis un peu frileux, mais par ailleurs je suis un peu opportuniste. Et donc, je laisse l'IA écrire l'article, faire l'image, faire la communication. Est-ce que c'est un risque? Alors, ceux-là, on les repère, déjà. On les repère. Évidemment, on leur apprend à prompter, on leur apprend à maîtriser intelligemment ces IA. Il y a une inquiétude sur, effectivement, comment est-ce que l'IA ne va pas me remplacer. En même temps, il y a un certain nombre de tâches qui sont des tâches chronophages, qui sont des tâches à faible valeur ajoutée, qui sont identifiées, on les a identifiées, et c'est celles-là justement qui vont être sans doute remplacées par les IA. Donc l'objectif, c'est de montrer en fait leur valeur ajoutée, de les faire monter en compétences pour justement qu'ils apportent une valeur ajoutée très, très vite finalement, parce qu'on les attend davantage sur ces compétences à forte valeur ajoutée et moins sur des tâches d'exécution. Et donc j'insiste quand même et je vais un cran plus loin. Est-ce que
on a l'impression qu'avec l'IA, il y a à la fois parmi les étudiants ceux ou celles qui pourraient considérer que l'IA est un apport de culture, ça leur apporte des idées, des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé, ça leur permet de confronter leur opinion initiale avec l'opinion que l'IA va leur renvoyer. Ça peut être au contraire un risque de dégradation de culture générale et d'esprit critique. Est-ce que vous êtes plutôt comme responsable pédagogique optimiste sur le fait que l'IA va être de plus en plus utilisée pour augmenter la culture et l'esprit critique, ou est-ce qu'on continue d'avoir devant nous un risque réel de perte de cet esprit critique? Alors, le plus important, c'est en fait savoir maîtriser les IA et surtout les sources. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand on fait une requête, c'est surtout d'identifier quelle est la source, pour identifier quelle est une source fiable, authentique et sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Donc en fait, il y a effectivement, c'est très rapide, mais en même temps, on leur apprend à chercher l'information et à identifier la source de l'information. Et donc je me retourne vers Olivier Hertel. Donc on va parler maintenant de l'IA en vie réelle. Un peu comme la recherche en vie réelle, l'IA en vie réelle. Donc vous êtes dans une équipe, vous travaillez pour Le Point, il y a toutes les générations réunies, j'imagine, autour de la conférence de rédaction. Il y a ceux qui sont des natifs de l'IA, il y a ceux qui ont un peu plus de cheveux blancs ou un peu moins de cheveux, qui ont acquis l'IA au fur et à mesure de leur carrière. Est-ce qu'on peut avoir d'abord un premier paysage un peu général de l'IA dans une rédaction comme celle du Point? C'est quoi aujourd'hui? Ça a quelle réalité derrière? C'est omniprésent, c'est exceptionnel, Alors, nous, on avait vraiment un gros projet sur l'IA, c'est-à-dire qu'on a implémenté l'IA un petit peu à tous les niveaux. Dans la rédaction, c'est-à-dire plutôt les journalistes, les rédacteurs, c'est très varié. Effectivement, on peut avoir des utilisateurs un peu intensifs, ce qui est mon cas, et des gens qui... On retrouve d'ailleurs un peu les mêmes profils que dans les étudiants, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont un peu réfractaires, qui ont peur de l'IA, qui ont peur d'être remplacés, mais qui sont souvent en fait ceux qu'on a vus déjà par le passé avec un certain recul vis-à-vis de la technologie. Donc c'est pas tellement nouveau, on retrouve ces mêmes profils-là. Après, il y a une réalité, effectivement, l'IA, on en a entendu parler assez souvent pour dire que ça remplaçait des boulots. Est-ce que dans le journalisme, ça va être le cas? Bon, ça, on pourra en discuter. En tout cas, chez nous, ça a été un sujet très important, c'est-à-dire qu'on est très bien servi en outils. On a pas mal d'outils à la fois pour analyser, ça c'est mon usage, plutôt les données, les informations, etc. Moins pour ce qu'on pourrait imaginer souvent, c'est-à-dire pour rédiger les papiers. C'est-à-dire qu'on c'est pas bon, ça marche pas, c'est pas ce qu'on cherche en fait. Aujourd'hui, le travail des rédactions, c'est plutôt l'individu, c'est-à-dire faire en sorte qu'on fasse monter, on mette un peu en valeur notre rédaction et nos journalistes. Donc ça, c'est pas l'IA qui va le faire. Donc aujourd'hui, vraiment, le point fort de l'IA, c'est cette capacité plutôt à faire des journalistes augmentés, c'est-à-dire capables d'utiliser l'IA pour faire un peu mieux, un peu plus que ce qu'ils faisaient avant. Et le bénéfice, il est clair, quoi, il est sensible, on le voit vraiment, quoi. Si on continue sur la version optimiste, après j'essaierai de vous entraîner un peu sur la version peut-être un peu plus inquiétante, mais on reste sur la version optimiste du journaliste augmenté par l'IA. Deux questions un peu précises. D'une part, et on reste sur la partie rédactionnelle, on verra après sur l'analyse de données, mais sur la partie rédactionnelle, est-ce que vous êtes tous à peu près avec les mêmes usages de l'IA et effectivement de ne les utiliser que comme des compléments? Et d'autre part, est-ce que l'IA est devenue une IA relectrice? Et en fait, je vous propose qu'on attende pour la réponse l'accueil de Madame la Première Dame, Brigitte Macron, qui est sur le stand et à qui on va laisser le temps d'échanger avec les uns et les autres. Non. Bien, je vous propose qu'on reprenne la table ronde. François, on te laisse à la manœuvre. Et on ne peut pas tout prévoir, hein. Non seulement on ne peut pas tout prévoir, mais en fait, je soupçonne les communicants de tout prévoir chaque année, puisque c'est la deuxième année que nous sommes confrontés à cet accueil. Donc, de nouveau, merci à toutes et tous de suivre. Donc, on vient de se dire très rapidement qu'il y avait un enjeu autour de la formation initiale des jeunes qui rejoignent les métiers de la communication, que de faire en sorte qu'ils sortent de ces métiers ou de leur formation initiale avec une connaissance adaptée de l'IA. On était avec Olivier Hertel en train d'échanger sur l'usage de l'IA en vie réelle et donc dans une
dans une rédaction comme celle du Point. Et on était donc en train de se dire à l'instant que parmi vous, et je parle vraiment de la partie écrite et non pas de la partie analyse de données, certains d'entre vous sont plutôt des grands utilisateurs de l'IA. Et donc ma question un peu qui est le miroir de celle à l'attention des jeunes, c'est est-ce qu'on peut définir quelques typologies parmi les grands utilisateurs de l'IA? Et puis, question pour un certain nombre d'entre nous, est-ce qu'il y a un risque dans des collectifs comme ceux du Point de mésusage de l'IA? Et est-ce qu'il faut qu'on se méfie de ce qu'on lit parce que l'IA serait finalement l'agent invisible derrière les papiers du Point? Effectivement, il y a toujours un risque. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'IA, elle n'est pas valorisable pour nous parce qu'elle ne nous identifie pas, en fait. Ce n'est pas une bonne stratégie. Mais comme on le disait tout à l'heure, pour des tâches qui sont un peu rébarbatives, pas forcément intéressantes, j'imagine que oui, elle doit être utilisée. Et je peux pas en témoigner, mais peut-être pour écrire une brève de 3 lignes et faire une synthèse d'un papier qui faisait 5000 signes en 3 lignes, peut-être que ça va être le cas. Mais c'est aussi des éléments du journalisme qui n'ont pas un grand intérêt. Donc c'est pas vraiment ça. Ce qui peut être intéressant, c'est le brainstorming qu'on peut faire sur un titre, sur une accroche. Et ça, c'est pas mal parce qu'elle va nous faire des propositions qui ne seront pas toujours les bonnes, mais qui nous donnent des idées. C'est-à-dire qui permettent d'aller piocher dans un registre tellement large que effectivement, ça peut nous intéresser. Mais ça reste toujours la décision finale du journaliste de choisir le bon titre parce qu'il connaît son lecteur, quoi. Et sans être obsédé par les questions de génération face à l'IA, même si je crois quand même qu'il y a un enjeu entre ceux qui auront grandi avec et qui auront fait leurs études avec l'IA et ceux d'entre nous qui la découvrons plus tardivement. Est-ce que quand vous accueillez un jeune qui sort de l'école de journalisme, il y a des enjeux particuliers en termes d'accompagnement et de supervision, je ne sais pas comment on dit les choses, mais d'accompagnement des jeunes sur des alertes, sur des trucs et des astuces, sur la manière de faire? Ils sont déjà un peu formés sur la vérification des sources, etc. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est un peu comme le mix énergétique. C'est un mix avec il y a de l'IA, des gens qu'on va interroger, des données qu'on va retrouver ailleurs, des rapports qu'on va lire. Donc c'est arriver à faire la synthèse de ce mix-là. Donc c'est pas que l'IA. Donc ça, les gamins, quand ils arrivent, ils le savent déjà. Après, comme on disait tout à l'heure, il peut y en avoir des feignants qui auront envie de faire leur papier tout seul avec l'IA, mais ça, on les voit pas et c'est en tout cas, chez nous, ça ne serait pas trop le cas. En ce qui concerne les générations, on l'a évoqué aussi tout à l'heure avec les étudiants, ce n'est pas que les jeunes qui sont des accros à l'IA et les vieux comme moi qui seraient un peu bloqués par ça. C'est vraiment une question de profil. Il y a des gens qui sont un peu plus technophiles que d'autres et qui ont une approche plus facile avec ces outils-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que vraiment tous les journalistes s'y mettent, quoi. Il faut oublier cette idée de conflit de génération et surtout cette tendance à rejeter une technologie parce qu'on peut lui trouver tous les défauts qu'elle a. Elle en a, il faut rester lucide, mais il faut absolument s'en emparer, quoi. Je pense que c'est hyper important pour nous. Et en préparant ce moment de discussion, j'avais été étonné d'une remarque. Moi, j'étais plutôt parti sur le présupposé qu'on était à risque d'avoir une génération arrivante très technophile et très engagée et peut-être même parfois un peu soumise à la question des réseaux sociaux, de l'IA, etc. Et votre remarque en préparant était de dire attention, il y a peut-être ces IA, enfin ce rapport-là à l'IA, mais il y a également dans la génération qui arrive un rapport à l'inverse, beaucoup plus circonspect sur le pouvoir et donc sur les IA, sur le mainstream. Et donc, il y a les deux tendances. Il y a plus de jeunes qui se posent plus de questions sur les questions climatiques, par exemple. Et donc, du coup, ça peut être un sujet très important pour l'IA. Je crois qu'on a un intervenant qui... Que de ministres. Je vous l'avais annoncé. Et qu'ils se sentent très à l'aise. Son léger retard avait été annoncé aussi. Et donc, bienvenue à Yannick Neuder à cette table ronde. Et donc avec Olivier Hertel, on terminait on avançait là sur la question de l'usage en vie réelle de la question de l'IA au sein des rédactions, et notamment au sein de la rédaction du Point, et sur des enjeux un peu générationnels entre les jeunes qui sortent des écoles de journalisme et ceux qui ont un peu plus d'expérience du journalisme, mais un peu moins d'expérience éventuellement de l'IA. Et donc vous insistiez sur le fait que ce n'était pas le seul critère. C'est pas générationnel, enfin selon moi, c'est pas toujours générationnel, ça peut dans certains cas l'être, mais c'est plutôt une question de profil. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des individus qui vont être assez sensibles à ces sujets-là, et ceux qui vont percevoir, des gens comme moi d'ailleurs, qui vont percevoir un intérêt direct. Moi, j'ai tendance à me pencher pas mal sur les données, sur les publications scientifiques. Donc l'IA, elle est d'un secours incroyable. C'est qu'elle me permet de dégrossir déjà un sujet en quelques minutes. Et quand je vais rencontrer mes spécialistes, ils vont rencontrer un journaliste qui connaît déjà un petit peu le sujet, quoi. Donc c'est vraiment important. C'est aussi une question de curiosité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est curieux de maîtriser finalement cet outil? Comment on peut avoir des cas d'usage par rapport à ces outils-là? Donc c'est plus une question de curiosité plutôt qu'une question de génération.
Monsieur le ministre, Yannick Noder, vous arrivez à point nommé parce que donc on a finalement fait les choses dans le bon ordre. On a commencé par la formation des jeunes en école de communication. On a poursuivi avec le travail des journalistes. Donc vous êtes un parlementaire chevronné, vous avez été ministre de la Santé. On vient tout juste, si tant est que ce soit tout de suite le cas, de sortir d'une nouvelle crise. En tout cas, on est sur la fin d'une crise très récente. Et donc, vu du point de vue d'un responsable politique et du ministre que vous avez été, la question de l'information à l'ère de l'IA, ça vous inspire quoi? À la fois peut-être comme opportunité, est-ce que ça apporte des opportunités, est-ce que ça aide à la communication et est-ce qu'il y a également une prise de risque avec les enjeux d'IA, de communication et spécifiquement dans le champ de la santé? C'est une question qui est au cœur de beaucoup de questionnements, hein. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, naturellement, elle envahit nos vies. Donc c'est un sujet sociétal, elle envahit nos patients. 20% des gens ne consultent plus et se traitent eux-mêmes par de l'IA, font confiance à l'IA. Et derrière, c'est toute la chaîne de confiance qui est finalement dégradée, puisque ça reste encore le corps médical qui a le plus haut niveau d'adhésion, de confiance, autour de 70%. Et ça baisse très vite, les élus 40%, les journalistes 30%. Donc on voit bien que l'IA s'invite dans nos vies, qu'il faut naturellement, je pense que c'est une évolution essentielle qui ne pourra pas être freinée. Par contre, naturellement qu'il faut former nos professionnels de santé à l'utilisation de l'IA. Et puis il faut surtout s'assurer que cette IA, il faut l'encadrer pour qu'elle soit bien éthique et pas qu'au niveau français et au niveau européen. Mais par contre, l'IA peut être aussi un extrême vecteur de fausses informations. C'est pour ça que j'avais lancé en 2025 les premières journées sur la désinformation, notamment en santé, parce que le secteur de la santé est le secteur qui se prête, on va dire, le plus sur la désinformation, parce que ça touche l'affect, ça touche les vies personnelles, ça touche une des principales préoccupations de nos concitoyens, qui est la santé. Et je crois que nous avons une vraie organisation de désinformation en santé qui bénéficie également de l'IA. Et je crois que il ne faut absolument pas qu'on soit naïf par rapport à cette désinformation qui utilise l'IA, puisque l'IA reste un outil. Donc je crois que c'est la mission que j'avais confiée à Mathieu Molinard avec le docteur Maisonneuve et avec Madame Castoglia, pour pouvoir effectivement identifier dans le cadre de ce rapport. Et puis maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin. Moi, je déposerai une proposition de loi dans quelques jours pour justement légiférer sur le risque de la désinformation, avec naturellement une protection pour notamment toutes les personnes qui sont victimes de désinformation, puisque en fait quand on a un certain nombre de médecins, de scientifiques qui luttent contre la désinformation, donc il faut qu'on puisse les protéger. Il faut qu'on puisse aussi définir clairement la définition légale de ce baromètre de l'information qui doit être labellisé. On doit aussi développer la culture critique de nos étudiants, puisque dans un CHU, on accueille aussi beaucoup d'étudiants. Donc réapprendre la lecture critique d'articles et de redire en permanence à nos étudiants qu'il faut vérifier les sources et de pouvoir utiliser des logiciels d'IA. Il y en a sur le salon et j'ai pu voir qu'ils n'avaient pas tous le même niveau d'ailleurs de sécurité, que effectivement tous ces logiciels puissent sourcer également tout ce qu'ils utilisent pour pouvoir faire ces analyses, parce qu'on voit bien que l'IA peut elle-même avoir des hallucinations et que les réseaux sociaux, on va prendre l'exemple par exemple de Kennedy, mon homologue américain qui fait en permanence des déclarations assez incroyables sur la vaccination et les liens notamment avec l'autisme et la rougeole. Eh bien vous avez de l'IA qui peut reprendre en utilisant ces réseaux sociaux comme base de données du fait du niveau de l'algorithme que c'est monté, eh bien ça peut apparaître comme des propositions dans l'IA. Donc je crois que c'est un formidable outil, il faut qu'on le maîtrise, il faut qu'on l'encadre. Je pense que la désinformation en santé, ce n'est pas une opinion, c'est un facteur de risque. Ça peut conduire à la mort, ça peut conduire à ce que des patients arrêtent leur traitement conventionnel au profit de telle ou telle méthode alternative. Donc je crois qu'il est temps que les politiques s'emparent pour pouvoir effectivement s'assurer de la bonne éthique de cette IA, qu'on puisse s'assurer du mésusage et le condamner pénalement, qu'on protège ceux qui le dénoncent et qu'on puisse veiller, en tout cas je me sens moi cette responsabilité-là, de permettre que cet usage qui va révolutionner le fonctionnement de notre système de santé demain
sous réserve qu'effectivement elle soit bien acceptée et construite avec l'ensemble des acteurs, les soignants, les patients, les différentes communautés, que ça soit une aide. Et je pense que c'est quelque chose qui doit aussi rassurer notre communauté. Ce n'est pas quelque chose qui va remplacer les soignants, c'est quelque chose qui va participer à la quête de sens, qui va faire gagner du temps aux soignants pour qu'ils reviennent sur les tâches qui finalement contribuent à l'attractivité des métiers de l'hôpital et de pouvoir éliminer toutes les tâches qui sont source d'erreurs, qui ne sont pas passionnantes, mais qui permettent de pouvoir incrémenter, par exemple, le dossier médical, la lettre de sortie, avec simplement une validation plutôt qu'une rédaction. Donc je crois que c'est un outil dont on doit avoir, en tout cas au niveau européen, moi je le ressentais, il faut qu'on ait une doctrine relativement européenne, parce que si une IA est mal contrôlée dans certains pays européens, l'IA et nos réseaux et notre informatique ne connaît pas la barrière géographique française et on sera inondé. Donc il faut qu'on ait déjà ce premier niveau de réponse vis-à-vis, et comme on l'avait fait pour le Digital Act, et bien maintenant il faut qu'on puisse le faire sur l'IA Act. C'est le travail qu'on avait lancé au niveau européen pour qu'après ensuite on puisse clairement peser, pardon de ce terme-là, mais dans les périodes géopolitiques qu'on traverse, vis-à-vis de toutes ces fake news qui peuvent nous venir en dehors de l'Europe. Alors en une phrase et pour conclure, Laurence Gosse, quel est le message qu'on peut faire passer aujourd'hui donc, à des jeunes qui sont en formation, qui ont donc suivi cet échange, qui ont écouté Olivier Hertel sur le fonctionnement du point, qui ont écouté le ministre Noder sur les enjeux de la désinformation. Le message, le dernier jour de la dernière année de la fin des études, on leur dit quoi sur l'IA? Prendre de la hauteur et garder l'esprit critique et vérifier les sources. Olivier Hertel, vous êtes en réunion de direction, en réunion de rédaction, pardon. Réunion de direction, c'est pour moi. En réunion de rédaction demain. Vous avez un jeune qui sort de l'école, il est journaliste, il arrive, il est plein, oui, il est ou elle est pleine d'enthousiasme. Il vient vous voir parce que vous êtes le vieux sage de la rédaction. Vous lui dites quoi? Tu n'aurais pas quelques conseils à me donner? Ok, c'est dans ce sens-là que ça se fait. Monsieur le ministre, donc vous nous disiez, vous avez porté effectivement cette loi et ce plaidoyer sur la désinformation et sur l'enjeu des fake news et de la lutte contre la désinformation. D'une part, vous insistez sur le fait que les professionnels doivent être formés. Est-ce que demain, on a ou pas un enjeu de formation de nos patients au bon usage de l'IA pour essayer de réduire les inégalités de santé que l'IA pourrait générer entre ceux qui l'utilisent à bon escient et ceux qui auront plus de difficultés à bien prompter? Oui, ça fait partie de toutes les composantes, hein. C'est-à-dire qu'il y aura les patients, il y aura les soignants, il y aura aussi les industriels. Je pense qu'on est tous concernés. Après, je pense qu'il faut qu'on soit quand même assez, je dirais moi, je reste enthousiasme quand même sur cette évolution technologique, mais c'est un outil formidable qu'il faut savoir encadrer. Et je pense que pour une fois, je sais que tout le monde en a ras-le-bol des normes, mais je pense que là, normer cette intelligence artificielle sera une façon de nous protéger, nous soignants, et de protéger nos patients. Donc c'est un message pour tout le monde, il y aura plus de normes, mais c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et donc je passe la main à mes collègues pour la remise de prix, si j'ai bien compris. Merci beaucoup.